En France, nous produisons chaque année 326 millions de tonnes de déchets. En prélevant plus de ressources que ce que la planète peut offrir, nous mettons en difficulté une partie de l'humanité, présente et future. Le culte d'une croissance infinie, de l'exploitation sans limite des ressources donne le vertige. Nous générons notre propre cauchemar. Nous fragilisons notre destinée. Quelle planète, quelle vie, quelle société voulons-nous pour demain ? Heureusement, une partie de la population semble avoir pris conscience des enjeux. Dans ce film, nous avons été à la rencontre de simples citoyens, d'industriels, d'entrepreneurs, d'artistes, qui ont vu une richesse dans ces déchets. Guidés par leur imagination, leur créativité, ils proposent des alternatives économiques écologiquement viables. Ils ont trouvé dans les ordures des ressources en abondance, aptes à alimenter de nouvelles productions, d'avoir une nouvelle vie. Ici, on trie en gros 350 tonnes de textiles par mois. Sur une usine comme celle-ci, on collecte 6000 tonnes par an, pour vous donner une idée. En France, on vend 600 000 tonnes de vêtements et chaussures par an. C'est à peu près les chiffres. Le relais, il en collecte à peu près 150 000 tonnes. Donc c'est à peu près 65 à 70% du volume en France qui est collecté par le relais. Mais il y a un potentiel énorme, parce qu'il y a 400 000 tonnes aujourd'hui qui partent dans les poubelles. Ah, il y a une vraie perte, il y a un gisement de collecte de vêtements et de chaussures qui existe en France, dont on ne se saisit pas alors qu'on pourrait en faire des milliers d'emplois. Le but de l'entreprise, c'est de créer le plus possible d'emplois. Et ça n'est pas de rémunérer un quelconque capital. Mais pour payer les salaires des gens qui n'en avaient pas, il faut bien qu'on ait des recettes. Et ces recettes, on va les tirer de la vente des vêtements et des chaussures d'occasion. Donc 60% vont être revendus pour une deuxième vie du vêtement. Donc soit dans nos magasins Dingue Fringues, il y en a à peu près 80 en France, soit à l'exportation en Afrique ou dans les pays de l'Est. Et ensuite, il y a une partie recyclage. Donc 10% va être coupé et vendu comme chiffon d'essuyage. Il va y avoir ensuite à peu près 25% qui va être transformé en matière première. On va récupérer la fibre et il va rester quelques pourcents où là, on va faire de la valorisation énergétique avec les produits qui restent parce qu'on ne sait rien en faire, c'est trop sale et on ne sait pas le recycler. Donc là, ça va être valorisé énergétiquement. Donc on recycle à peu près 100% du textile. Le reste qu'on ne recycle pas, c'est de la ferraille ou des choses comme ça qu'on peut récupérer. Donc les cartons, ce sont les vêtements de première qualité qui sont revendus grâce à notre réseau de boutiques. Alors ça représente environ 5% de ce qu'on trie. Par contre, en chiffre d'affaires, ça peut aller jusqu'à la moitié de nos revenus. Donc c'est vraiment ce qui permet de valoriser notre activité de tri. On a un produit de catégorie de vêtements légers, donc spécialement trié pour l'Afrique. C'est un produit de bonne qualité où il y a un énorme marché en Afrique. Et là, effectivement, il se vend c'est entre 50 centimes et 60 centimes le kilo. Parfois, on vend même à perte certains produits qui sont destinés au recyclage et qui parfois sont aussi destinés à aller très loin. Certains produits partent en Inde. Pour l'effilochage, il y a une partie effectivement qui repart en Inde et au Pakistan parce qu'en fait, il n'y a plus tellement de structures en Europe qui font ça. Donc ça repart là-bas où là-bas, ils vont effilocher le produit, ils vont récupérer la matière première, ils vont refaire du fil et ça va resservir. Ce qu'on constate au fil des ans, c'est que la qualité du textile mis sur le marché baisse. Quand on a démarré ici il y a 25 ans, il y avait 15% du textile que nous récupérions qu'on pouvait remettre dans nos magasins.
Aujourd'hui, 25 ans après, c'est 5%. Donc ça montre bien l'évolution de la qualité du textile qui est mis sur le marché, qui aujourd'hui est de plus en plus basse. Mais comme aujourd'hui la mode, on change de fringue tous les 3 ou tous les 6 mois, ben en fait les metteurs au marché ont baissé la qualité des vêtements pour qu'on puisse les acheter encore, parce que notre pouvoir d'achat ne montant pas, mais il fallait bien qu'ils nous mettent à disposition des produits moins chers. Et du coup, ces produits, nous, quand on les récupère, c'est difficile de les faire vivre pour une deuxième vie. Ça part d'Asie, ça arrive ici. Soit ça repart en Asie pour partie, soit ça revient en Afrique. Enfin, ça se balade partout. Hein. Oui, ça c'est clair. C'est vrai que c'est plus... Nous, on trouve plus rationnel d'essayer au niveau environnemental de revendre le plus possible en local et de faire vivre le vêtement une deuxième fois. On fait de plus en plus de choses pour recycler. Si vous prenez Métis par exemple, c'est vraiment un produit qui a été fait pour comment faire d'un déchet, donc qui en allait renvoyer en Inde, au Pakistan, comment faire pour le garder en France. Et aujourd'hui, l'usine qui fabrique Métis, elle est en France, dans le Pas-de-Calais, et ça recrée des emplois en France. Le relais Métis, c'est la fabrication d'isolants thermiques et acoustiques pour le bâtiment et pour les produits de correction acoustique dans les salles. Ici, on va travailler par an 500 000 m², ce qui va redonner grosso modo 1000-1100 tonnes de coton utilisé tous les ans sur l'unité de Billy Berclos. Donc le relais nous fournit pour 1100 tonnes de coton. Dans le textile, ce que l'on a le plus, c'est le coton, et on en a de plus en plus. C'est là où on a le plus de produits sans débouché, et c'est là où il faut absolument qu'on agisse. C'est comme ça qu'est né Métis, c'est de partir des surplus que l'on avait, et d'en faire une deuxième vie. Donc le jean qui était soi-disant arrivé en fin de vie, le t-shirt qui était déformé, qu'on aurait bien mis à la poubelle, mais qu'on a quand même mis au relais pour faire un don, ce t-shirt qui aura des difficultés à être revendu autrement, là, non, on n'aura pas de problème, on va le défibrer et on va simplement fabriquer un panneau d'isolant qui repartira 50 ans dans une future vie. Et puis au bout des 50 ans, ce qui est encore plus magique, c'est qu'on pourra récupérer ce panneau, cette fibre, et refaire des panneaux d'isolant. Là, on a trouvé une boucle sans fin. On a un cercle vertueux sur les produits, sur le coton. On va partir d'un vêtement, on va le défibrer, on va l'amener sur notre ligne de production. On va prendre des fibres de polyester, on va faire un mélange homogène des fibres entre elles. On fait donc une grande nappe, et cette nappe va être découpée après en format panneau ou rouleau. C'est vrai qu'il y a 10 ans, le textile, la chute de la qualité, c'est vraiment marqué, on l'a vu, on l'a perçu, et ce qui fait que ça rendait invendable, impropre à la vente les produits qu'on collectait, parce qu'ils étaient trop abîmés. Et de ce fait, il a vraiment fallu trouver un débouché, et c'est là où on a été poussé à trouver des innovations sur les produits qu'on avait collectés. Bon, c'est dommage d'aller les incinérer, alors vous pouvez peut-être les transformer. Oui, c'est l'investissement, oui, il y a quelques millions d'euros d'investis sur les lignes. Là, le relais, c'est donner les moyens humains et financiers pour réaliser, je dirais, une avancée dans les matériaux d'isolation. La récup, ça fait partie du bon sens. Si vous avez 2 secondes dessous de bon sens, automatiquement, vous allez réutiliser ce que vous avez dans les mains. On répond à une attente écologique. Et si Métis s'est si bien développé, c'est aussi que le marché était prêt à recevoir ce produit. Et il y a eu un pari quand même, il y a 10 ans, on en parlait un peu moins des constructions biosourcées, des constructions écologiques, de savoir-faire sain. Aujourd'hui, ce sujet fait partie de l'actualité, et tant mieux. On a juste été précurseurs. Fais un ourlet à 0, à 2, 3. Okay. Et la ceinture aussi. Et la ceinture, c'est comme d'hab. Okay. En laissant 2 ouvertures, pareil pour les élastiques. Okay. J'ai monté un projet global de développement durable pour le textile. J'ai choisi de recycler, de transformer des textiles qui existaient déjà, plutôt que de créer des nouvelles matières qui sont très polluantes pour la planète. Alors je travaille beaucoup le linge de maison. Le linge d'hôtellerie, les draps, les housses de couette, les thés d'oreiller, mais aussi les rideaux.
Ça part vraiment d'un constat où quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte que dans les friperies, il y avait énormément de matières premières. Il y avait beaucoup de vêtements, mais il y avait aussi du linge de maison. Et je me suis dit que j'allais aller chercher dans cette piste-là, parce que c'est quand même des textiles qui sont tissés pour durer. Parce que voilà, chez soi, on ne change pas tous les jours de rideaux, et nos draps, on les garde aussi longtemps. Quand on est dans une démarche durable, ça passe aussi par la matière première. Donc le but, c'était vraiment d'aller chercher des maisons de qualité avec une matière première qui le soit aussi, pour que ça dure le plus longtemps possible dans le temps. Ça, j'espère qu'on l'a bien dans l'angle. Et ce qui est vraiment compliqué, ça va être de trouver des matières en assez grande quantité pour pouvoir faire des petites séries, pour pouvoir le développer en distribution externe et en magasin et concept store. Parce que du coup, ça se resserre comme ça, mais tu vois, il y a quand même pas mal de volume en bas, quoi. On va lisser une partie ouverte. Il faut que tu couses à 0,5 là. Là, eh bien, on finit les pièces qu'on doit livrer sur un super magasin à Cannes et un super magasin à Aix. Donc c'est avec des tissus du jacquard français. Donc c'est une tisserie qui est dans les Vosges, qui est mécanique. Et c'est assez extraordinaire de travailler avec eux parce que c'est vraiment des très très beaux tissus. Et donc là, on a la doudoune qu'on a réalisée avec des anciennes couettes d'un hôtel en Normandie. Et on en a fait une doudoune. Donc ça, c'est tout l'intérieur de la couette. Et ça, c'est ce qu'on a pu récupérer. Donc on a 35 couettes pour faire à peu près 30 doudounes. Comme ça, on se sent dans son lit toute la journée. Il y a des contraintes qui sont celles de la matière de base parce que déjà les quantités sont limitées. Et c'est vrai que quand on travaille avec des tissus réformés, il y a des taches, il y a des trous. Après, c'est pour ça que c'est aussi un petit peu plus cher qu'un vêtement traditionnel parce qu'on passe énormément de temps sur le traitement de la matière de base. Donc là, c'est la jupe Ophélie. Tu la coupes en biais, c'est dans les rideaux du Sénat. Il faut qu'on regarde s'il n'y a pas de taches, s'ils ne sont pas tracés, s'ils ne sont pas sales, sinon on les lave. Et j'ai décidé aussi de relocaliser la production en France à l'aide d'ateliers d'insertion professionnelle, spécialisés ou non dans la couture. Ils ont été rectifiés ou ça va... La fast fashion, c'est même plus la mode. C'est juste une question de production rentable où on fait encore travailler des enfants, où les gens qui teignent nos vêtements, nos jeans, eh bien, ont des cancers de la peau. Après la catastrophe du Rana Plaza, on a quand même perdu plus de 1130 personnes le même jour pour confectionner du Zara, du Uniqlo, du H&M. C'est compliqué de vivre avec ça. Déjà, les consommatrices sont beaucoup plus engagées, elles sont curieuses et ça fait plaisir. C'est vrai que du coup, les boutiques, elles recherchent des vêtements qui soient en tout cas transparents, qu'on sache un petit peu comment c'est fabriqué, par qui et où. Alors ici, nous sommes dans l'atelier upcycling de Concept Insertion, où on fait toutes les collections des créateurs. Donc dans l'upcycling, avec des tissus récupérés, des chutes, du cuir vegan, et on s'adapte à toutes les matières parce qu'elles ont vraiment de l'or dans les mains. Alors c'est sûr que c'est un peu plus cher que certains pays, mais je dirais on doit quand même faire un coût raisonnable en fonction du travail qui est fait. Les filles ne sont pas exploitées et elles sont rémunérées correctement en fonction du nombre d'heures qu'elles réalisent et ensuite elles ont tout un suivi d'accompagnement. Quand on parle d'insertion, tout de suite, on nous dit « Oh là là, elles ne savent pas travailler ». Bien sûr qu'elles savent travailler. Et c'est vraiment le message qu'on veut faire passer. On a envie justement de montrer notre savoir-faire, un patrimoine, une histoire. Ici, nous sommes à Calais. Avec la dentelle de Calais, c'est pareil. On a envie de montrer ce savoir-faire en France. Et je crois que c'est très important. Et ces créateurs, ces jeunes créateurs, ont vraiment cette envie, justement. Et c'est ça qui est intéressant, ça donne du sens.
Alors, pour Second Sioux, on va livrer des petites robes. Donc, elle nous a fait faire une petite série de robes avec des draps, des chutes de tissu qu'elle a. Donc, elles sont toutes différentes. Ça va de 3 mois à 4 ans. Mais là, comme c'est des coutures... Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Et je vois que ça revient. Les gens commencent à revenir en arrière et de refabriquer en France. En France, on a quand même beaucoup de savoir-faire. En France, on fait de très belles choses. Je suis très contente de travailler ici. Ça fait 1 an et demi que je suis arrivée et franchement, ça a énormément changé ma vie. Voilà. Parce que pendant des années, je n'ai pas pu prouver ce que je savais faire. Voilà. Et que ici, j'aimerais bien qu'on arrête un petit peu quand même. Depuis que je suis arrivée ici, tout ce que j'ai appris à l'âge de 16 ans m'est revenu. Je n'ai pratiquement pas beaucoup perdu de mes qualités de couturière et j'en suis très contente parce que maintenant je suis capable de passer ce que je sais faire à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'ici on fait. On s'entraide énormément, on s'entend très bien, on se complète. C'est pas comme dans les usines. Dans les usines, vous êtes à la chaîne, vous ne relevez pas la tête, ou c'est vraiment très dur, quoi. Puis ici, c'est de la qualité, donc c'est pas de la vitesse, c'est vraiment du minutieux. Donc le vêtement, il va être fait impeccable. Mais ici, c'est plutôt presque un peu comme de la haute couture, quoi. On est vraiment dans le haut de gamme. Et c'est vrai, là, de retrouver ce truc ici... avec les créateurs un peu tout partout, c'est encourageant en fait. Puis nous, ça nous redonne de retravailler dans la couture. Comme moi, au début, j'ai passé à l'école en couture et quand j'ai voulu prendre dans le métier, ça se perdait en fait. Ça serait bien d'avoir des usines comme on a eu dans le temps, que nous, on n'en a pas connu, à part nos tantes, tout ça, qu'ils ont travaillé dedans, quoi. Mais on voudrait retrouver ce truc-là. Les usines qu'ils ont fermées et puis que la couture reprenne, quoi. On fera des économies déjà en argent. Parce que ça sera fabriqué en France, on en perdra moins si on le faisait d'aller en Chine et puis le faire venir ici. C'est pas écologique du tout. Le bateau, ça pollue énormément. On est vraiment dans un circuit court. C'est de la mode éco-responsable puisqu'on est sur des matières recyclées. Donc ça aussi, ça a un impact sur l'environnement. On est tous aujourd'hui capables de faire quelque chose à notre échelle. Il faut juste le pousser au max, bien trier nos déchets, se renseigner sur ce qui est recyclable ou pas, garder le plus longtemps possible ce qu'on a, le transmettre, avoir une consommation qui soit vraiment réfléchie, se poser des questions, d'où viennent les choses qu'on achète, comment elles sont produites, à quelle échelle, et se remettre un petit peu en question et puis remettre l'humanité au centre de ça et plus l'argent, plus la finance. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Et nous abordons la discussion sur l'article 1er. Monsieur Potier, pour le groupe socialiste. Dans l'habillement, dans le textile aujourd'hui, le coût pour la dignité humaine et pour l'environnement est tragique. 10% des gaz à effet de serre, qui pourraient progresser de 60% d'ici 2030, qui représentent 25% des pollutions plastiques dans les océans. Et tous ces chiffres nous disent que nous ne pouvons pas uniquement nous préoccuper du recyclage de nos vêtements dans nos pays avec les filières comme Relais et d'autres. Nous devons absolument en amont faire en sorte que la consommation du textile soit aussi vertueuse que l'évolution que nous avons connue dans l'agroalimentaire. La filière de recyclage du textile, elle existe. Il faut bien sûr la renforcer, la rendre plus attractive. On a aujourd'hui simplement un tiers des vêtements usagés qui sont collectés
en vue d'une seconde vie. Dans la loi AGEC, nous avons travaillé sur une autre piste. Il y a bien sûr la voie du recyclage, de la collecte, mais nous avons travaillé sur une autre liste. C'est la prévention dans la production même du textile. Et en demandant à ce qu'on expérimente un étiquetage social, carbone, mais pas seulement carbone, du textile, et qui ne soit pas une usine à gaz, mais qui dise simplement pas de travail des enfants, des conditions de sécurité, un salaire décent, et puis une empreinte environnementale qui soit maîtrisée. Alors justement, l'intérêt d'avoir d'abord le travail en commission, puis le travail en séance, c'est de pouvoir affiner, améliorer, discuter. Il y a eu de très grands débats et ils sont passionnants. Moi, j'aime beaucoup ces débats, qui ne sont pas des débats clivants sur le plan partisan. J'ai même noté une appétence, tout parti confondu, à être dans une sorte de compétition de la vertu en matière de solutions pour le recyclage. Dans cette loi, nous faisons, Madame la Ministre, mes chers collègues, la promotion du réemploi, de l'allongement de durée de vie, de la réparation, de nouvelles approches de consommation. En matière d'électroménager, qu'est-ce que dit la loi AGEC? On a dit finalement qu'il fallait lutter contre l'obsolescence. Donc c'est des obligations de réparabilité, mais c'est également l'affichage de la capacité à réparer un produit dans la durée. Donc c'est la fin d'une économie de je produis, je jette, à une économie de je répare, j'achète du solide, du durable, je peux le réparer et je peux le faire ainsi durer. Et puis il y a surtout, comme pour le textile, il y a produire mieux, avec une empreinte environnementale et sociale la plus faible possible. Il nous appartient de changer d'échelle. C'est une question de survie. Moi, pour passer des heures et des heures en ce moment sur la loi climat, je sais que ces changements de mode de vie, ils impliquent des changements dans notre économie, à établir des règles claires et loyales dans la concurrence économique qui permettent à cette économie sociale et solidaire d'émerger. Alors ici, on va faire du démantèlement de machines à laver et de lave-vaisselle. Les machines vont passer dans un déchireur qui va en fait ouvrir les carcasses. Toutes ces fractions vont arriver sur un grand tapis de tri et on a ensuite des opérateurs à la main qui vont récupérer toutes les fractions qu'on peut recycler, valoriser. Les câbles d'alimentation, la filerie interne, les cartes électroniques, le béton, les moteurs, toutes ces pièces-là vont être mises de côté. Et puis il ne faut pas oublier non plus, on va faire ce qu'on appelle une dépollution, c'est-à-dire qu'on va retirer les condensateurs. C'est un cylindre qui peut contenir des substances polluantes. Donc là, on va le retirer systématiquement pour le mettre de côté et l'envoyer ensuite vers une filière spécifique de recyclage. Typiquement, les métaux sont refondus, le béton sera utilisé pour faire du matériau routier. Tout est valorisable. Après, effectivement, il y a des coûts variables suivant les matières qui sont extraites du démantèlement. Ce qui est le moins intéressant, c'est le béton, parce que le béton, on va même payer pour son traitement, même si après c'est réutilisé. Ce qu'il y a de plus intéressant à valoriser, c'est tout ce qui contient du cuivre. Donc du cuivre, on va en trouver dans les moteurs, dans les câbles. Sur les cartes anciennes, on peut retrouver des métaux précieux, de l'or, de l'argent. Il peut y avoir du nickel également. Donc effectivement, c'est intéressant de pouvoir revendre ces matières. Vous êtes sur la zone logistique. C'est ici que sont déchargés les camions qui rentrent de collecte. Donc cette zone, vous voyez qu'elle est bien encombrée aujourd'hui. Dans 2 heures, elle sera vide. Parce que tout ce qui est livré va être trié, pesé, puis ensuite envoyé vers des filières de traitement spécifiques. Alors le tonnage annuel est de l'ordre de 24 000 tonnes, ce qui fait en moyenne 2 000 tonnes par mois. Alors les volumes augmentent, ils augmentent régulièrement. Il y a 15 ans en arrière, vous aviez peu de ménages qui étaient équipés en lave-vaisselle. Aujourd'hui, vous en avez beaucoup plus parce que le coût d'achat a baissé et donc que la qualité est moins bonne aussi. Donc on a aussi baissé la qualité pour pouvoir équiper plus de personnes. Donc ça, c'est une réalité aussi. En général, quelques semaines après une période de solde, vous avez les tonnages qui augmentent parfois assez fortement sur les appareils électroménagers qui arrivent chez nous. Alors c'est sûr que ça interroge sur l'avenir de la planète.
Après, moi, ce que je me dis, c'est que plus on collecte des déchets dans des sites qui sont réglementés, mieux c'est, parce que ça veut dire que les déchets ne vont pas ailleurs et qu'ils vont suivre un traitement vertueux, puisqu'on respecte quand même beaucoup de réglementations, beaucoup de normes environnementales, et que tout ce qui se passe dans le cadre d'un site agréé par les éco-organismes, suivi par les administrations, ça garantit quand même qu'au moins sur ces flux-là, le traitement sera fait correctement. Tout le travail de la filière, c'est aussi de capter toujours plus de tonnage pour essayer de recycler le maximum. On essaye à notre niveau de récupérer ce qu'on peut réutiliser, réparer ce qu'on peut réemployer, et on travaille en collaboration avec nos collègues d'Envitrap pour pouvoir leur envoyer des appareils qui sont en bon état, qui sont presque neufs ou qui sont facilement réparables pour qu'on puisse effectivement éviter trop de gaspillage. Donc nous ici on traite tout l'électroménager et on utilise à peu près 15%, entre 15 et 20% de ce qu'on reçoit. En gros, pour faire un appareil, il nous faut 2 à 3 appareils. En fait, on va regarder ce qui est le plus intéressant physiquement, puisque c'est l'esthétique qui va nous intéresser. Si l'appareil est très vétuste, on ne pourra pas le prendre. Ouais. Par contre, ce qu'on va prendre, c'est on va essayer de cloner 2 appareils. Si on voit 2 appareils similaires, on va les mettre ensemble, on va les répartir. Et c'est ce qui va nous permettre de fabriquer un appareil. Le but, c'est de recycler un maximum de produits. Mais si on est bloqué sur un appareil, on va le démonter, on va garder les pièces primordiales de type carte électronique, moteur, éventuellement une cuve pas cassée, ou voilà, tout ce qui peut être utilisé. Et à ce moment-là, on va les stocker derrière pour une prochaine machine qui va arriver. Nous, le coût pièce est minimisé. Il n'y a pas de coût, c'est du temps. Nous, c'est beaucoup de temps, c'est tout. C'est juste un coût financier qui bloque la réparation pour un client. Mais à partir du moment où vous récupérez et que le coût pièce n'est plus là, c'est que du temps. Donc tout est réparable partant de ce principe-là. Et nous, c'est de l'apprentissage pour les jeunes ou les anciens qu'on a ici. Donc ils apprennent à travers le démontage et le remontage. C'est enrichissant parce que vous relancez un appareil, même pour mes gars. Mes gars, ils relancent des appareils, ils relancent des machines, ça c'est vendu, ils voient des gens qui sont contents de leur achat. C'est hyper valorisant, vous êtes dans le concret là. Vous êtes dans le concret, c'est immédiat. Celle-ci, j'ai commencé ce matin. Il n'y avait pratiquement qu'un seul problème technique. Donc ça a été très, très rapide puisque j'avais la pièce moi-même de côté. Je dirais que celle-ci, en début d'après-midi, sera mise en vente. Donc on peut en faire 2 par jour. Mais tout dépend bien sûr des cuisinières qu'on récupère. Parce qu'il y a des fois beaucoup de nettoyage à faire. Comme celle-ci, là j'ai mis une journée. Voilà, je dirais que j'ai mis une demi-heure à la réparer et certainement 3-4 heures à nettoyer. C'est valorisant dans le sens où on récupère, on reconditionne. Ah si, ça non, puisque tout ça part à la poubelle. On est dans l'écologie forcément. Vous le voyez, quand vous voyez tout ce qui peut être jeté, vous regardez le stock, vous imaginez qu'on reçoit 100 appareils par jour et on est juste un petit bout de l'échelle. Imaginez tout ce qui peut être jeté en tant qu'électroménager qui pourrait être utilisé. C'est colossal. Et on ne fait pas tout le matériel, on est juste un petit point. Donc c'est vraiment, oui, il y a un vrai gain pour la planète. Et je pense qu'il y a des choses qui sont jetées qui ne devraient vraiment pas être jetées. Mais tout est une question d'argent. C'est ça le souci. On ne garantit pas longtemps des produits qui ne sont pas chers, neufs, qui ne sont pas très chers, mais qu'on va remplacer à la moindre panne, parce qu'on ne sait pas les réparer ou qu'on ne veut pas les réparer. Dès le départ, c'est conçu pour être remplacé. Ce qu'on dit souvent, c'est de dire, mais pensez à nous avant d'acheter du neuf. Achetez de l'occasion, achetez nos produits. Il y aura une garantie aussi longue que le neuf. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des produits qui brillent, qui sont complètement neufs ? À partir du moment où ils sont parfaitement fonctionnels, garantis, qu'il y a un service après-vente derrière, qu'il y a des techniciens derrière, il y a un accompagnement. Est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à acheter de la deuxième main, de l'occasion ? Mais là aussi, les comportements ont largement évolué, avec tout un marché de la seconde main dans tous les domaines. Aujourd'hui, des gens ont vraiment le réflexe de n'acheter quasiment que de l'occasion. La solution, s'il y en a une, elle viendra d'un changement des modes de consommation et des mentalités. L'évolution, elle viendra du consommateur. Aujourd'hui, je pense qu'il peut disposer de plus en plus d'informations pour percevoir quel est l'impact écologique ou l'impact social de son acte d'achat. Et ce qui est intéressant pour nous, ce qui nous rend optimistes, c'est qu'on voit arriver dans nos magasins de plus en plus de personnes qui sont vraiment sensibilisées à ça, qui s'informent.
Ici, on arrive à rénover à peu près 3000 appareils par an. Et sur l'ensemble du réseau en vie, c'est 100 000 appareils environ qui sont rénovés chaque année. C'est 5000 tonnes à peu près de déchets évités. Et il faut être conscient qu'on ne traite qu'une toute petite partie du flux des déchets ou des produits d'occasion électroménagers qui sont pour leur grande majorité détruits, broyés et revalorisés sous forme de matière et non pas réemployés. La partie réemploi, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de 1 à 2%, je pense, des volumes guère plus. La partie recyclage, par contre, ce qui est peut-être un peu moins intéressant sur le plan écologique parce que ça demande plus d'énergie, mais qui est quand même très intéressant. Là, on est beaucoup plus efficace et on a énormément progressé en Europe ces dernières années. Les camions, ils arrivent, il y a des encombrants ou du déchet de chantier qui est vidé. On va séparer tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire le déchet, et on va garder la matière valorisable. C'est un mélange de gravats, de bois, de carton, de plastique. Une fois que ce produit-là est trié, la deuxième pelle se charge de le mettre sur le convoyeur d'alimentation. Il y a un nouveau décret qui arrive en 2021, je crois, où 75% des déchets de chantier et de démolition devront être recyclés et ne plus passer par le centre d'enfouissement. Donc c'est pour ça aussi que le site de Bonneuil a été créé, pour pouvoir absorber une toute petite partie, bien sûr, du déchet de chantier. Pour l'instant, on traite 170 000 tonnes, vu que le site il est nouvellement ouvert. Dans un proche avenir, on espère aller jusqu'au maximum de 150 000 tonnes de traités à l'année. Oui, la technique permet maintenant de pouvoir séparer et trier beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Maintenant, avec la nouvelle génération de chaînes de tri que l'on a, on peut mettre beaucoup plus de produits dans cette chaîne de tri et séparer mieux que ce qu'on faisait avant. C'est un métier où on innove, parce que maintenant on utilise beaucoup de technologies, genre les tri optiques, et qui donnent de très bons résultats au niveau séparation des produits. Et au niveau de la valorisation, on peut capter beaucoup plus de produits qu'on pouvait capter avant. C'est entre 80 et 90% de taux de valorisation, donc il ne vous reste plus que 10% de déchets. Et puis il y aura certainement d'autres techniques qui vont venir par la suite dans les années à venir, qui vont être inventées pour pouvoir encore affiner et séparer d'autres produits, d'autres matières qu'on ne sépare pas actuellement. Il y a encore beaucoup de choses à inventer. La matière, elle est passée par différentes étapes pour être séparée, épurée. Et cette dernière étape, là, c'est le contrôle qualité. On va enlever les derniers morceaux qui ne correspondent pas à la matière qui est sur le tapis. Les ressources s'épuisent. Il n'y a plus, par exemple, sur le cuivre, il n'y a plus de mines qui s'ouvrent, qui sont ouvertes depuis quelques années. Donc, la matière première n'existe plus. Donc, on a épuisé nos ressources. Donc, maintenant, on est obligé de passer par le recyclage pour pouvoir continuer à fabriquer certains éléments, quoi. On est chez Atelier Extramuros, qui est un atelier de création et de fabrication de mobilier
fait à partir de bois récupéré et revalorisé. On a installé notre atelier à Gennevilliers sur un centre de tri Veolia. Et donc toute la journée, il y a des camions qui arrivent avec plein de matériaux, du plastique, du métal et aussi du bois, sous plein de formes différentes. Et c'est ce qui va constituer l'essentiel de notre future matière première. Et donc on a une autorisation pour aller prélever ces déchets bois qui nous serviront ensuite. Donc c'est gratuit pour nous. On utilise entre 8 et 10 tonnes de bois, donc qu'on sauve de la destruction tous les ans. C'est évidemment une goutte d'eau dans tout ce qui arrive. C'est une mine d'or qui coûte cher, cela dit, en travail avant que ça devienne une vraie matière première exploitable. Quand ça va être du bois de chantier, il va y avoir dedans des clous, du ciment, de la colle. Et donc ça demande vraiment un travail très important à l'atelier pour enlever toutes ces matières, pour mettre à la bonne dimension, à la bonne épaisseur. Donc la matière est gratuite, mais il y a un gros travail dessus ensuite pour qu'elle soit exploitable. Il peut y avoir des a priori sur ce qu'on peut appeler la récup, qui voudrait dire que ça produit des objets de moindre qualité. Nous, on lutte très fort contre ces a priori et donc on souhaite proposer des meubles qui ont un design fort et puis une qualité de fabrication et de finition parfaite. On est sur du haut de gamme, sur du sur-mesure. On espère que c'est des meubles qui vont durer plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et donc on s'éloigne des meubles jetables. Les matières premières, c'est bien d'en utiliser moins. C'est simplement du bon sens de travailler comme ça. Ce qui est intéressant, c'est les designs des meubles déjà, qui se ressemblent pas tous. Donc j'ai pas l'impression de faire tout le temps la même chose, donc ça c'est super gratifiant. De récupération de vieux bois qu'on remet en état, voilà, tout ce cheminement me plaît en fait sur le travail du bois. Donc selon les commandes et la quantité qu'il nous faut, soit on se sert dans nos réserves, soit on va chercher sur le site de Veolia en fait. On trouve du chêne, c'est des bois qui coûtent cher et qui sont de très bonne qualité. Donc voilà, quand on récupère des vieilles planches comme ça et qu'on en fait des meubles tout neufs, c'est quand même, on se dit qu'il y a vraiment beaucoup trop de gâchis, quoi. Voilà, des fois on trouve des choses encore toutes neuves, quoi. Des grands distributeurs qui n'ont pas vendu et qui mettent ça au rebut sans même chercher à continuer à laisser le matériel sur le marché, quoi. Donc je pense qu'il y a mieux à faire surtout. Il y a mieux à faire quand on va sur le site de Veolia parce qu'ils n'ont pas que du bois. C'est vraiment un centre de tri pour l'ensemble des déchets de la région parisienne. Quand on voit tout ce qu'il y a, là on a des fenêtres PVC, il y en a qui sont quasiment toutes neuves, qui sont détruites à chaque fois. Voilà, le bois, le carton, tout, il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire. En effet, on est bien conscient que notre impact sur l'écologie, il est minime. Pour utiliser tout le déchet bois qui arrive, il faudrait encore des dizaines et des centaines d'ateliers extramuros. Je pense qu'on est au départ de quelque chose de plus grand. Vous êtes au Canot, dans la Maison des économies solidaires et innovantes. Ce lieu, il a été rénové selon des méthodes d'économie circulaire. On s'est dit, pour l'aménagement, on va équiper ce lieu de 1000 m² dans lequel il y a 50 personnes qui travaillent tous les jours, des centaines de personnes qui s'y réunissent le soir pour des événements, sans utiliser de nouvelles matières premières. Et donc on a fait appel à une vingtaine de structures, dont Extramuros, dont Maximum, qui nous ont aidés à aménager ce lieu avec du mobilier fait à partir de matériaux de réemploi. Pour beaucoup de monde, le réemploi, c'est encore la palette, c'est pas très esthétique, c'est pas très confortable, c'est pas très ergonomique. Et donc nous, on voulait vraiment montrer qu'on peut faire du très beau et du haut de gamme avec du déchet. Les bureaux, ils ont été conçus et réalisés par Extramuros à partir du bois qui a été récupéré sur le site. Il provient des placards, des fenêtres, des portes du bâtiment. Et pour insonoriser les bureaux, c'est la même chose, on a réutilisé ces vieilles portes de placards. Avant, on ne se posait pas la question, on déposait tout, on jetait, on rénovait le bâtiment et ensuite on rachetait. Et là, on a vraiment fait l'effort de conserver au maximum ce qui était réutilisable.
vous avez ces chaises qui ont été réalisées par le chantier d'insertion d'Emmaüs à partir de lattes de sommier. En fait, il y a beaucoup de dons de sommier qui est fait à Emmaüs, mais ils ne peuvent pas forcément le revendre tel quel, donc ils vont le revaloriser, le réutiliser, et ils en font donc des chaises ou des tables. Les lustres que vous avez ici, ça c'est une réalisation de Maximum. En fait, ce sont ces vieux néons des années 80 qu'on trouvait dans tous les bâtiments, les administrations, etc., qui sont extrêmement énergivores et qu'on ne sait pas recycler. Et donc du coup, ils les ont réinterprétés sous forme d'abat-jour. Au milieu, il y a un LED classique et ça tient avec du polystyrène. Et puis les fleurs que vous avez ici, elles ont été réalisées par un artiste qui s'appelle William Amor, qui travaille lui à partir de matériaux récupérés dans la nature. Donc c'est en l'occurrence des sacs plastiques qui ont été récupérés dans les rues de Paris. Les pistils, c'est des filets de pêche. Tout ça est assemblé au sein d'un chantier d'insertion à Meaux avec des personnes en situation de handicap, et il se dit lui-même orfèvre de déchets, puisque sur une fresque comme celle-ci, vous avez 450 heures de travail. Donc c'est vraiment extrêmement minutieux. Alors, dans cette maison, on a laissé carte blanche à un autre artiste qui s'appelle Junior Fridjaquet, qui travaille, lui, à partir de papier sulfurisé déclassé. En fait, c'est des énormes rouleaux de 500 kg qui sont écartés par les industriels parce qu'il y a de la poussière qui s'est glissée. Donc, ils n'ont plus le droit de les utiliser. Et lui, il récupère cette matière, il la transforme. En fait, c'est des techniques d'origami, donc il n'y a aucune découpe. Et il en fait des luminaires, puisque comme c'est du papier cuisson, ça résiste hyper bien à la chaleur. Tout ça au sein d'un chantier d'insertion. L'économie circulaire, c'est le fait de considérer les déchets comme une ressource et d'essayer d'avoir vraiment le moins d'impact sur l'environnement dans la gestion des matières premières. C'est vraiment, donc elle va s'opposer à cette économie linéaire de je produis, je consomme, je jette. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est en train de remettre en place des logiques qui existaient déjà. C'est-à-dire qu'on est passé, c'était du bon sens, qu'on a un peu oublié parce qu'effectivement on est rentré dans des logiques de surconsommation. Et en fait, cette économie circulaire, en fait, elle s'inspire des écosystèmes naturels. C'est des boucles, c'est des boucles vertueuses. Finalement, on revient à du bon sens. Comment je vais allonger la durée de vie de mes produits et comment, une fois que le produit ne sera plus viable, je vais pouvoir le réutiliser d'une manière ou d'une autre et le remettre dans le circuit. Et donc pour ça, il y a le réemploi, le recyclage et la réutilisation. Moi, je pense qu'il y a urgence. Il faut lire le rapport du GIEC qui dit qu'en 2100, on ne sera pas sur plus 1,5 degré, mais sur plus 7 degrés. En 2050, on sera quasiment 10 milliards d'humains sur Terre. Donc l'économie circulaire, dans ce cadre-là, c'est vraiment, à mon avis, une clé, à la fois pour préserver la planète, mais aussi, en fait, c'est une clé économique, puisqu'on va sur de la rareté de ressources. Aujourd'hui, cette économie engagée, l'économie sociale et solidaire, c'est 10% du PIB. Il faudrait et donc 90%, c'est cette économie marchande. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que la machine, elle s'inverse. On le voit tous les jours au canot, il y a des centaines, des milliers d'entrepreneurs, d'acteurs qui vont vers une économie plus vertueuse, vers une économie qui préserve la planète. L'idée, c'est d'amener des processus industriels pour rentrer vraiment sur des volumes bien plus importants et de la grande série. Le déchet du BTP, qui est, je crois, c'est 3/4 des déchets en France, c'est énorme les volumes. Là, c'est vraiment effectivement une source énorme de matériaux à récupérer et à réutiliser et à réemployer pour ces structures. Maximum, c'est une marque de mobilier conçue et produite uniquement à partir de déchets industriels. On a fait une première collection avec une ligne d'assises, une table et un tabouret. Et là, on sort une deuxième collection avec un canapé et un banc, une lampe et une étagère. Je m'appelle Romé, je suis designer industriel du coup, de formation, puisque j'ai fait une école de design qui s'appelle les Arts Déco à Paris, là où j'ai rencontré Basile.
En fait, rapidement, on s'est posé un peu les questions que tout, je pense, jeune designer se pose, c'est-à-dire on s'apprêtait à créer des objets, donc il y a un rapport, une certaine responsabilité par rapport à la matière qu'on utilise, le fait qu'il y ait de la délocalisation, que la plupart des objets qu'on utilise sont produits à l'autre bout du monde, enfin il y a une vraie responsabilité, un truc qui pèse quand on est jeune designer, et on s'est surtout aperçu qu'on était dans une époque un peu schizophrène, c'est qu'à la fois on manque de ressources, c'est clair, on manque de métaux, on manque de pétrole, on manque d'eau, de sable, de toutes nos ressources. Et d'un autre côté, on crée une ressource, qui est le déchet, et qui est une ressource qui est abondante, qui est problématique tant qu'on ne s'en sert pas, qui est diversifiée, on pourrait construire des villes entières à partir de déchets. Donc on a rapidement rêvé ce système de se dire mais pourquoi les déchets ne seraient pas la ressource de demain? Donc d'un espèce de projet post-étudiant à essayer de le vérifier rapidement en visitant des sites, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie viabilité, que ça pouvait être une solution industrielle de revalorisation efficace, quoi. Les gravels, en fait, ils réutilisent du polyéthylène, donc c'est un plastique assez courant. On travaille avec H. Schulman, dont le métier, c'est un industriel, son métier c'est de colorer du plastique. Et dans son processus, il a identifié un moment où il était possible que la couleur soit impure, c'est-à-dire qu'il y ait un peu de quelques fragments infimes d'une ancienne couleur qui viennent polluer la commande. Donc ce qu'il fait, c'est que par mesure de sécurité, les 100 premiers kilos, il les met dans des sacs, il les sent depuis le début de production et ça part à la poubelle. Ça, c'est le déchet qu'on utilise. Et comme tous les déchets qu'on utilise, il nous intéresse parce qu'il est sériel, il est standardisé. Et donc nous, on le réutilise ici, on le met dans une extrudeuse, on le fait fondre et on le fait se déposer avec une extrudeuse industrielle sur des moules en aluminium. Donc on a une phase qui est très maîtrisée, qui est très lisse, qui est très propre, puisque c'est la phase du moule, et l'autre phase qui est beaucoup plus accidentelle, qui raconte un peu plus le processus, puisque c'est le verso du moule. C'était un plastique qui avait toutes ses qualités, qui avait réussi à passer tous les contrôles qualité et qui en fait était juste jeté parce que potentiellement il y avait ce mélange de couleurs. Mais à partir du moment où nous on procède à l'envers, on fait des projets calqués en fonction des déchets, et ben on s'est dit que le mélange de couleurs allait devenir le point de départ de ce projet-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à mélanger les couleurs à foison et à célébrer ces accidents colorimétriques. En aménageant cet espace, notre usine, on s'est aperçu que le projet s'appliquait très très bien à l'architecture d'intérieur, à l'aménagement, etc. Et que si les déchets étaient un problème dans l'industrie, c'était une catastrophe dans le BTP et qu'il y avait besoin de solutions viables pour réutiliser les déchets. Et donc là, on a remporté notre premier concours, on va faire notre premier projet pour réaliser une salle de réunion, un petit pavillon sur le site de BNP Paribas, entièrement fait en déchets et en réemploi. Toute la verrière des bureaux, c'était des fenêtres d'un ancien immeuble qui était à côté, qui a été démoli, et on a récupéré toutes les fenêtres pour se faire cette verrière-là. On part du déchet, on part de ses dimensions, de ses caractéristiques, et on conçoit en fonction. Donc la verrière a été conçue en fonction des verres. Ça veut dire que toute la matière qui arrive sur le chantier est issue du réemploi d'une manière ou d'une autre. Notre constat, notre leitmotiv, c'est de nous dire qu'il y a des choses qui marchent, qui fonctionnent, qui sont en parfait état, et parfois des choses d'une grande valeur qui sont jetées. Donc on a des chemins de câbles qui viennent de Centrale Supélec, on a de l'isolant qui vient aussi de là-bas, des canalises qui viennent d'une usine PSA. Tous les équipements que vous voyez, c'est des équipements qui viennent de l'ancienne cantine du siège de PSA qui était avenue de la Grande Armée. Et tout ça a été laissé derrière eux, donc destiné à la benne inox. Et ça illustre bien comment notre société peut, à un moment donné, jeter des choses qui sont en parfait état de fonctionnement. Je pense que ce qui nous motive aussi, c'est... en fait, on s'est rendu compte, et on le vit tous les jours, que c'est pas juste une somme de problèmes de réfléchir comme ça. C'est des opportunités créatives assez démentes, c'est bourré de contraintes de travailler avec des déchets. Le déchet, il faut être clair, c'est une matière assez relou. C'est une matière qui a vécu, c'est une matière qui est accidentelle, incertaine, etc. Surtout quand on la traite de manière industrielle. Mais c'est aussi des points de départ et
et des opportunités qui stimulent vachement la créativité. Donc en fait, c'est un peu une aubaine de réfléchir comme ça. C'est clair que j'ai un peu du mal à comprendre aujourd'hui comment ça se fait qu'on soit face à tel problème et qu'on bouge aussi peu. Nous, on fait entre guillemets on met notre petite pierre à l'édifice et on essaye d'amorcer la marche avec nos moyens à nous, quoi. C'est clair que l'industrie aujourd'hui doit être requestionnée. Nous, on la redéfinit comme ça. Il y a 1000 manières de la refaire, mais c'est un outil qui s'est développé il y a plus de 100 ans, à l'époque où les seuls trucs qui comptaient, c'était la cadence et la standardisation. Elle a oublié de mettre dans son équation l'environnement, qui est aujourd'hui une donne capitale. Et nous, c'est une manière qu'on a de remettre la planète au cœur de l'équation, quoi. On fait partie d'une génération où, quand j'étais à l'école primaire, on parlait de l'ERICA. Quand j'étais au collège, on parlait du trou dans la couche d'ozone. Quand j'étais au lycée, on parlait de la vache folle. Et en fait, j'ai grandi et je suis devenu adulte en sachant que les générations d'avant avaient un peu fait n'importe quoi et qu'il allait falloir qu'on allait avoir du pain sur la planche, quoi. Donc je crois que je suis devenu adulte en me disant qu'il allait falloir qu'on change les choses de toute façon. Donc il n'y a pas eu de déclic, il y a eu malheureusement une lente évolution dans un monde un peu catastrophique, quoi. Pour l'avenir, j'aimerais bien vous dire qu'on est des entrepreneurs de demain, qu'on va se lancer vers le marché international, etc. Je crois qu'il n'y a qu'un seul cap qu'on suit, c'est que l'industrie rejette 16 000 tonnes chaque jour de déchets. Donc voilà, on se dit que ça va être ça notre objectif, ça va être de les gober entièrement, quoi. On a toute une vie pour le faire, hein. Tell me why, if you tell me